Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des deux courses juniors de ces championnats du monde, la course féminine et la course masculine. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ces deux épreuves et sur les différents vainqueurs et les performances des différents Français et Française. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube et je remercie les gens qui le font. Alors, sur ces championnats du monde, eh bien aujourd'hui, c'était le jour des juniors. C'était pas le congrès de l'UCI comme on avait l'habitude d'avoir normalement le jeudi, avec l'arrivée des épreuves paralympiques en même temps que les épreuves olympiques. Ça a chamboulé le calendrier. Et donc là, aujourd'hui, c'était le jour des juniors. Et on a bien choisi la journée du jeudi. Des conditions extrêmement compliquées. Alors déjà le matin pour les filles, il faisait pas très chaud et pas très beau et c'était même très pluvieux. Pour les garçons, c'était la tempête. C'était une tempête de pluie, un rideau de pluie qui a eu des conséquences. Énormes parce que ça a été une course à élimination. Conséquences aussi parce que ce parcours, qui paraissait pas si difficile que ça, je trouve, sur le papier, est en fait très exigeant. C'est un parcours où il y a très peu de moments de répit. Vous avez juste la redescente vers le lac de Zurich, entre 10 et 6 km de l'arrivée. Sinon, il n'y a pas de longue descente. Vous êtes souvent en prise. Ce n'est pas des pentes extrêmement rudes, à part dans la Bergstrasse, où vous avez un passage à 17%, mais ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais de grimper, et au bout d'un moment, vous explosez. Mais vous explosez dans ces épreuves juniors, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, quand vous explosez à fond, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à revenir, vous n'arrivez pas à retrouver un second souffle. Ça, c'est à noter. On en parlera demain ou samedi matin quand je ferai la présentation du parcours élite homme et élite dame. Mais vraiment, c'est un parcours qui ne pardonne pas. Si vous n'êtes pas dans une bonne journée, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en fringale, c'est extrêmement compliqué de réussir à retrouver des bonnes jambes. Et ça s'est vu vraiment là dans ces deux courses-là. Les coureurs, quand ils ont commencé à être un petit peu en difficulté, ça a été dur. On l'avait vu déjà hier du côté du contre-la-montre qui était sur le même parcours. C'est vrai que notamment une Audrey Cordorago n'avait pas pu suivre le rythme quasiment d'entrée sur ce parcours parce que la Bergstrasse vous met dans le rouge. Et ensuite, comme c'est toujours en prise derrière, qu'on est toujours sur des pentes, qu'il y a toujours des montées, des faux plats montants, eh bien, vous êtes dans le rouge et vous explosez dans les montées d'après. En fait, vous explosez pas vraiment dans la Bergstrasse, c'est après que vous explosez. On l'a vu du côté de l'épreuve du contre-la-montre par équipe mixte, surtout du côté des filles. On l'a vu aussi, là aujourd'hui, du côté des juniors hommes et dames. Allez, on regarde tout de suite cette épreuve junior dame au niveau des résultats. Alors, comment ça s'est déroulé du côté de cette épreuve junior dame? Ça a été une élimination par l'arrière, comme pour les garçons. Un peu moins prononcée chez les filles, mais une élimination par l'arrière, avec des filles qui ont été mises en difficulté assez vite. Je pense notamment aux concurrentes allemandes, qui pourtant essayaient de maîtriser la course en début d'épreuve. Et puis les meilleurs se sont révélés à l'avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de surprise. Peut-être là, Célia Géry, un petit peu loin, m'en reviendra sur elle. Mais sinon, les meilleurs se sont retrouvés aux avant-postes et ont réussi à s'imposer. Mais ça a été une course très dure pour une course junior.
Alors ça a roulé quand même fort. On est sur une épreuve qui s'est déroulée en moins de 2 heures, hein. On était seulement sur 73 km. C'est vrai que certaines années on était plutôt aux alentours de 80. Mais ça a été quand même une journée éprouvante. Mais moins que pour les garçons, forcément le kilométrage était un peu moins important. Mais dès le premier passage dans un berge traceux, tout le monde a explosé. Et ensuite ça a été... Enfin, ce premier passage dans un berge traceux a fait déjà un bel écrémage. Sur le premier passage sur la ligne d'arrivée, on devait avoir 30 filles à l'avant de la course. Et puis ensuite, derrière, hein, le deuxième passage, il a fini l'hécatombe. Et derrière, ça a été très, très compliqué pour les dernières filles. On commence avec la vainqueur du jour, Kate Ferguson, qui a réussi la même performance que Zoe Bäckstedt. Zoe Bäckstedt qui avait réussi à être championne du monde à la fois de l'épreuve en ligne et à la fois du contre-la-montre. Kate Ferguson a réussi à faire ça. L'année dernière, elle avait été battue par Julie Bégaud. Donc sur un parcours du côté de Glasgow, ça avait été une grosse déception pour elle. Et bien là, cette année, elle a réussi à battre tout le monde au sprint. C'est vrai que le petit groupe de 3 a réussi à s'en aller juste après la Bergstrasse, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, où ces 3 filles ont réussi à se détacher notamment de Megan Arens et de Celia Géry qui était encore là, et de Imogen Wolf aussi. Mais elle a profité du surnombre, déjà, du fait qu'il y avait Imogen Wolf, et puis elle savait qu'elle était très forte, elle savait qu'elle était favorite, même si dans le final, il a fallu beaucoup de sang-froid pour elle, parce que Schladonova et Paola Ostis ne roulaient plus du tout. On était à 15-20 km/h. C'est-à-dire qu'à l'entrée dans le dernier kilomètre, il y a 1 minute 20 par rapport à Arens. Arens a 1 minute 20 de retard par rapport aux 3 filles. À la fin, il n'y a plus que 9 secondes. C'est pour vous dire vraiment qu'à partir de 1 km 300 de l'arrivée, le peloton, enfin les 3 filles de tête ont complètement arrêté de rouler. Ça se regardait énormément. Et je pense que Kate Ferguson, alors que le chat a décidé d'aller dans la litière, pourtant je pensais que j'étais bien dans ce domaine-là, a décidé d'aller dans la litière. Et bien jusqu'à ce moment-là, je dirais que Paola Ostis et Schladonova ont bien joué le coup. Schladonova l'a essayé à plusieurs reprises. Je pense que c'était peut-être la seule qui pouvait réussir à sortir seule. Mais voilà, il en a manqué un petit peu, mais il fallait vraiment qu'elle finisse seule. Schladonova, mais elle était vraiment forte, la Slovaque. Et Kate Ferguson, oui, elle a été super costaud sur le sprint. Enfin, il n'y a rien à faire, hein. Paola Ostis et Schladonova n'ont rien pu faire. On rappelle Kate Ferguson qui sera chez Movistar l'année prochaine. C'est pas forcément facile, parce que regardez Zoe Bäckstedt aujourd'hui, pas forcément eu des grands résultats. Eleonore Bäckstedt, la sœur, parce qu'hier j'avais parlé d'Eleonore Bäckstedt, je pensais à Zoe Bäckstedt, mais j'avais dit le prénom Eleonore, mais qui ont été performantes chez les juniors, n'ont pas forcément réussi jusqu'à maintenant à avoir des résultats dans la catégorie élite, enfin des gros résultats dans la catégorie élite. Donc il faudra encore du travail pour Kate Ferguson, mais c'est vrai que là, cette année, elle a fait du bon job, du très très bon job. C'est toute la difficulté dans cette catégorie junior. C'est comme la catégorie espoir, notamment au championnat du monde, n'existe pas vraiment, parce qu'en fait c'est une sous-catégorie de la course élite. C'est dur de s'exprimer. Quand on est une jeune concurrente dans le monde du cyclisme féminin, je pense que c'est plus dur pour une jeune fille dans le cyclisme féminin que pour un garçon. Sur ces âges-là, il y a pas de, par exemple, vous n'avez pas de réserve. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe vraiment réservée pour les jeunes concurrentes, un peu comme la Flanders baloise à une époque. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour les jeunes filles d'exprimer leur talent et de réussir à avoir des résultats. Et donc on verra ce que ça donnera pour Kate Ferguson, mais voilà, quand même une course très intelligente de sa part. Paola Ostis, deuxième. Paola Ostis, qu'on avait vu au championnat d'Europe, qui avait remporté le contre-la-montre des championnats d'Europe, où il n'y avait pas les Anglaises. On voit que aussi du côté des Anglais, ne pas avoir été au championnat d'Europe a peut-être été une bonne chose pour avoir un petit peu de fraîcheur physique sur ces championnats du monde qui sont extrêmement durs. Mais du côté de Paola Ostis, elle était un peu à l'arrache, il faut bien le dire. Elle suivait, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Le fait que ça arrive à 3, ça l'a aidé. Mais voilà, vraiment, elle ne pouvait pas aller chercher Kate Ferguson. Elle était vraiment en difficulté pour tenir les roues dans l'avant-dernier tour. C'est quand même une fille qui est intéressante. Paola Ostis, de toute façon, on a vu des Espagnols quand même tenter des choses. Et puis c'est intéressant pour l'Espagne. Parce que c'est vrai que chez les filles, l'Espagne
est une nation qui doit encore travailler, qui doit encore progresser. Et bon, bah là, c'est peut-être une fille sur laquelle il va falloir miser. Je rappelle, c'est une fille qui a que 17 ans aussi, hein, donc c'est une fille qui est très jeune, qui a 1 an et demi de moins que Kate Ferguson. Pas 1 an et demi de moins, mais qui a... ouais, qui a si 1 an et demi, hein, quasiment 1 an et demi de moins que Kate Ferguson. À ce niveau-là, ça fait des différences quand même, hein. Et ce qui a aidé, je pense, Kate Ferguson, c'est qu'elle est dans ses derniers mois, hein, de junior. Paola Ostiz, elle a encore du travail à faire. Elle aussi chez Movistar. Donc, ça veut dire qu'il y aura du monde chez Movistar l'année prochaine. Ben, elle a fait du bon boulot. Voilà, Paola Ostiz, elle pouvait pas faire mieux. Schladonova, troisième, elle qui vient du VTT, qui va aller chez Visma Leasebike. Elle était forte, elle était super forte, mais elle n'a pas réussi à faire la différence. C'est ça qui lui manque, Schladonova, parce qu'elle est super rapide, super performante dans les montées. Par contre, dans la descente, elle n'était pas super à l'aise. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'elle n'a pas réussi à faire la différence. Parce que dans la dernière petite montée, donc avant la descente, donc vers 10 km de l'arrivée, elle fait vraiment une grosse minace. Mais grosse minace, hein. Au début de cette montée, où il y a des rampes un petit peu plus sévères. Elle arrive un peu à décoller de sa roue, l'anglaise, mais ensuite ça revient dans la descente, parce que dans les descentes, elle avait beaucoup de mal à prendre des risques. Alors, est-ce qu'elle n'était pas à l'aise à cause de la pluie ? Est-ce qu'elle n'est pas à l'aise tout simplement sur un vélo de route, qu'elle est plus à l'aise sur un vélo de VTT ? C'est pas la même position, donc parfois vous avez des repères qui sont un petit peu différents. Mais c'est vrai qu'elle était un petit peu en difficulté dans ce domaine-là. Après, elle aussi a un gros talent, hein. Elle aussi, il va falloir la suivre. Schladonova, parce que là, on est sur une génération, je pense, de filles qui sont capables de faire des grosses choses. Voilà, deuxième du Tour du Gévaudan, elle a eu sur le parcours des championnats du monde, elle a fait deuxième. Donc là, c'est aussi une fille qui a beaucoup de talent. On poursuit. Megan Arens. Megan Arens. Alors, très surprenant, il n'y a qu'une seule néerlandaise dans le top 10. Et même, il n'y a qu'une seule néerlandaise dans le top 20. Les Pays-Bas, qui sont quand même une nation forte du cyclisme féminin. On est tous d'accord là-dessus. Donc déjà, il y a quand même une petite déception du côté des Pays-Bas. C'est que parmi les meilleurs, il n'y en avait qu'une seule. Et qu'en plus, Megan Arens, elle nous a fait un peu une Pogacar, mais sauf que c'était pas la plus forte, quoi. C'est-à-dire que elle roulait. Alors, à demander des relais à personne. Elle roulait pendant quasiment un tour et demi. Elle a roulé pendant 40 bornes. 40 bornes en tête de peloton. Sauf qu'au bout d'un moment, ça explose. Ça explose à 20 bornes de l'arrivée. Et ça a explosé sévère. Mais parce qu'elle a très mal joué le coup, Megan Arens. Il n'y avait pas d'autres néerlandaises. Il y avait 2 britanniques, pas d'autres néerlandaises. Il fallait laisser faire les britanniques à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était elle qui était en surnombre. Il y avait une italienne qui est tombée, on en reparlera. Mais voilà, c'était vraiment aux anglaises de faire le job. C'était les plus fortes. Et à Selviageri, il y a des filles comme ça. Selviageri, elle a très bien joué le coup, même aujourd'hui. Mais Megan Arens, elle fait beaucoup trop d'efforts aujourd'hui. Donc, elle peut avoir des regrets, parce qu'elle échoue à 9 secondes. Elle était très forte aujourd'hui, vraiment très forte, mais elle dépense beaucoup trop d'énergie dans des actions qui n'étaient pas forcément utiles. Quand vous voyez Megan Arens. Donc ça, c'est un petit peu décevant. C'est vraiment au niveau stratégique que ça a pêché, parce que sinon, physiquement, oui, elle est extrêmement costaud sur ce type de parcours. Pas de contrat dans une équipe pro pour l'année prochaine. Pour elle, mais voilà, vous voyez, elle a remporté quand même des belles épreuves aux Pays-Bas. Tour du Gévaudan, elle était là aussi. Sur une course aux Pays Basques, la Bizkaikolo Reac, elle finit 3e. Donc voilà, non, elle est costaud, mais il faut apprendre à jouer un petit peu tactique quand on n'est pas au-dessus du lot. Et là, c'est ce qui a vraiment manqué pour Megan Arens. C'est dommage parce que elle pouvait mieux faire. Et là, elle se fait avoir au niveau du parcours. Selviageri, le problème de Selviageri, il lui manquait de la caisse.
Sa préparation terminale a été très compliquée. Sur un championnat du monde, quand on est junior, voilà, la préparation terminale avant une grande compétition comme celle-là, elle est hyper importante. Et là, préparation terminale, on en parle souvent en biathlon, dans des sports comme ça, sur la préparation avant les grands événements, comment elle s'est passée. Le problème de Salia Géry, c'est que sa préparation terminale, elle a été handicapée par 2 chutes. Une chute, une erreur de sa part, et une chute à l'entraînement causée par un automobiliste qui est devenu la plaie des cyclistes élites, enfin des cyclistes de haut niveau. C'est devenu vraiment une plaie. Les concurrents, enfin les voitures sur la route, quand vous êtes sur la route, vous faites gaffe quand il y a des cyclistes. Vous prenez de la marche pour dépasser, et si vous n'avez pas la possibilité de dépasser, vous ne dépassez pas, voilà, vous restez derrière. Parce que forcément ça lui coûte, parce que quand vous voyez, elle a une sorte d'attelle sur la main. Et forcément, pour tirer sur le guidon, ça a dû gêner. Alors vous allez me dire, oui, il n'y avait que 2 tours sur le parcours difficile. Oui, mais on sent bien qu'il y avait une gêne au niveau de la main, au niveau de la main gauche. Vous avez une sorte d'attelle, une sorte de bandage qui fait toute la main gauche. Alors elle l'a bien joué parce qu'elle prend pas de relais quasiment, elle reste derrière, elle suit mais elle fait pas d'efforts superflus, sauf qu'elle avait juste pas la caisse pour tenir. Donc oui, elle a fait moins d'efforts qu'Imogen Wolf, elle a fait moins d'efforts que Megan Arens aussi, mais quand ça a accéléré, vraiment elle avait juste pas les possibilités de faire mieux. Salia Géry, c'est dommage parce qu'elle fait partie des meilleures. Mais on l'avait vu déjà sur le chrono, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, mais sur le chrono individuel, elle était partie 8e au premier intermédiaire, elle finit 18e, ce qui montre bien qu'elle avait eu du mal à finir. Et là, ça a été un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'elle se cache, je pense qu'elle savait qu'elle était moyen au niveau forme physique, mais dès que ça accélère, elle ne peut pas suivre la cadence. Donc c'est dommage pour Salia Géry, qui l'année prochaine sera chez FDJ Suez, qui fait quand même son deuxième top 10 sur la course sur route des championnats du monde. L'année dernière, c'est vrai que c'était que 70 km. C'est de moins en moins, dis donc, des kilométrages sur les courses sur route, parce qu'il y avait eu 80, je crois que c'était 78 le premier titre de Zoe Bachsted, du côté de la Belgique, du côté d'Anvers. On poursuit avec Imogen Wolf. Bon, elle a compris assez vite qu'elle n'avait pas forcément des super jambes. Elle aussi qui sera du côté de la Visma Luxembourg. Imogen Wolf, je pense qu'elle savait que c'était un peu léger pour elle. Voilà, elle n'a pas essayé de faire plus. Elle a joué le rôle d'équipière, elle a joué un petit peu le surnombre, mais je pense qu'elle savait qu'elle n'était pas en mesure d'aller jouer avec la championne du monde, avec Kate Ferguson, et que voilà, ça allait être un petit peu compliqué pour elle. Et puis Asbo, qui avait fait des belles perfs sur le chrono, et puis Asbo, voilà, qui avait fait un chrono pas mal, voilà, 5e, donc je dirais qu'elle est à son niveau, du côté de la Belge, du côté de la Norvégienne. Là aussi, pas encore de contrat chez Uno X. Et puis Amandine Müller, voilà, qui à 17 ans prend la 8e place. Elle qui n'avait pas participé au championnat du monde l'année dernière, donc c'était la première fois, mais qui avait été performante au championnat de France et également sur des épreuves au niveau national du côté de Amandine Müller, mais qui a fait une belle course. Amandine Müller, là aussi c'est un nom qu'il faudra retenir du côté de la France. Elle a une sœur, tiens, Solène Müller, qui elle a 20 ans, un petit peu plus âgée. Qui n'a pas forcément jusqu'à maintenant eu des grands résultats au niveau espoir, voilà, pour Océane Müller, sa sœur. Donc là, Amandine Müller, pas mal. Du côté de cette épreuve, on redescend un petit peu au classement pour voir quand même quelques surprises. Vous me dites, il n'y a pas d'italienne, elle est tombée. On en parlera du côté un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que les italiennes, qui ont été un petit peu les animatrices de cette course, mais qui sur la fin se sont fait un petit peu avoir. Alors Giada Silo aurait pu obtenir la 5e place, elle était dans le sprint avec Salia Géry. Le problème, c'est qu'elle a sprinté ligne blanche, les 2 roues sur la ligne blanche, et alors là, vu qu'il devait y avoir 1 ou 2 cm d'eau sur la route, vraiment déjà à ce moment-là, c'est encore pire pour les garçons, mais à ce moment-là, la route commençait vraiment à être complètement détrempée.
Voilà, ça pardonne pas, hein. Les 2 roues sur la ligne blanche, catapulté. J'ai eu très peur parce que déjà elle se fait catapulter sur la route. Alors heureusement qu'on n'avait pas des gros pelotons qui arrivaient derrière. Mais j'ai eu très peur au niveau du genou. Alors parce que vraiment elle est catapultée quoi, du vélo. Et je me suis dit, ouh la vache, le genou. Ah, j'avais l'impression que le genou avait pu tourner ou qu'elle avait pu vraiment se faire mal au niveau du genou, surtout qu'elle était jambes tendues. Pendant un long moment, on la voyait sur le bord de la route. Bon, elle a réussi à repartir, mais j'étais très très inquiet pour elle parce qu'elle s'est vraiment fait catapulter en l'air. On aurait dit un pilote de MotoGP, quoi. Vraiment, elle a volé. Giada Silo. C'est dommage parce qu'elle faisait une bonne course et que ça couronne pas vraiment les Italiennes qui pourtant étaient animatrices de la journée. On les a énormément vues, les Italiennes, sur cette journée de compétition, mais qui ne sont pas récompensées par un titre du côté des filles. On verra que du côté des garçons, ça a été un petit peu différent, même s'ils ont été moins actifs du côté des garçons. Et puis du côté de la France, on va revenir sur les autres résultats. Donc Amandine Muller 8e, Nina Lavenu, la fille de Vincent, prend la 39e place, Maëva Plagnol 44e et Mélanie Dupin finit 85e. Voilà, Nina Lavenu, qu'on a un peu vu pendant la course, elle qui avait pris la 13e place des championnats d'Europe, mais c'était un petit peu plus plat sur les championnats d'Europe que sur ces championnats du monde qui étaient bien plus compliqués et qui est dans le team féminin Chambéry. L'équipe affiliée, je pense un petit peu à Decathlon AG2R, même si Decathlon AG2R n'a pas d'équipe féminine. Si on regarde les différents résultats, la surprise de ne pas voir d'américaine dans le top 10. On a 2 britanniques, mais on n'a pas d'américaine. Pas de belge non plus. Ella Hermans est la première, juste derrière Resinova. Donc là, c'est une petite déception. Et puis les Allemandes, elles chutent au mauvais moment. Libarski, elle chute en montée. Alors, j'ai pas trop compris comment elle s'est débrouillée, mais elle est tombée en montée. Avec une concurrente polonaise notamment qui était autour, et ça lui coûte très cher parce qu'ensuite elle a eu un temps de retard à chaque fois et elle a dû travailler énormément. Et c'est vrai que les Néerlandais, je disais, pas exceptionnels du côté des Pays-Bas, enfin c'est Néderlande, voilà, parce que 28, 40, 48 et 49 notamment pour Feknaven. Donc c'est vraiment pas exceptionnel pour les Pays-Bas. Puis vous voyez pas mal d'abandons sur cette épreuve. Déjà parce que... Alors non, pas beaucoup d'abandons. Moi je pensais qu'il y en avait plus. Dis donc, mais beaucoup de filles qui ont lâché assez vite. Je pensais aux Mexicaines qui étaient lâchées quasiment d'entrée. Donc ça c'est sûr que c'était un petit peu compliqué ensuite pour obtenir un résultat. Allez, on regarde tout de suite la course des garçons. On passe à la course des garçons. Alors c'était certes l'après-midi, mais parfois on avait l'impression que la course se déroulait de nuit, tellement il faisait... Le ciel était noir, mais noir à certains endroits. Je pense au 2e passage sur la Bergstrasse. Vraiment, le ciel était noir, mais noir. On a l'impression vraiment d'être de nuit, on voyait que les phares. Ce qui est assez rare parce que... même si on est en septembre, il était à ce moment-là 15h45. Enfin, on était encore bien de jour au niveau des horaires. Mais vraiment un ciel noir, de la pluie incessante tout le long. Ils se sont pris vraiment des rideaux de flotte. Alors déjà que la course féminine s'est déroulée dans des conditions difficiles, mais pour les garçons, c'était un petit step encore au-dessus. Parce qu'ils ont pris des seaux d'eau pendant toute la journée. Vraiment, ça a été terrible, terrible, terrible. Pour les juniors hommes, et ça a fait une course. Alors déjà chez les filles c'était une course à élimination, on a quand même eu un sprint à 3, autant chez les garçons tout le monde est arrivé en petits groupes, en petits paquets. Ça a vraiment été une course d'élimination par l'arrière. Les plus forts presque sont à l'avant, et ceux qui ont eu une journée difficile, même si quand ils se sont accrochés ils ont quand même réussi à attraper un top 10, mais c'était vraiment le podium. C'est que des coureurs qui ont été quand même solides sur la journée et qui ont réussi à surtout gérer leur effort, parce que là il y avait une vraie réflexion, savoir gérer son effort et savoir gérer son matériel, savoir gérer ses habits. Et certains ont connu une journée difficile. On reviendra notamment sur la journée de Pot Sexas qui n'a pas été simple, mais un peu meilleure quand même que celle d'Albert Philipson. Il y avait donc 2 favoris dans cette course. C'était Paul Sexas, le champion du monde du contre-la-montre, et puis Albert Philipson qui avait remporté la course l'année dernière.
Alors, bien entendu, les grosses nations, on les connaissait aussi, hein, les Britanniques, les Italiens. Voilà, il y avait quelques coureurs. On s'attendait que ça allait être dur de les battre, mais on savait que la France partait avec pas mal d'ambition, notamment avec Paul Sexas. Et bah, le problème, c'est que les ambitions se sont heurtées à peu près 2 tours de l'arrivée à un mur qui s'appelait le froid, qui s'appelait les conditions climatiques. Et c'est vrai que ça a été extrêmement dur à ce moment-là, quand ça a accéléré, quand il y a 3 coureurs qui ont accéléré, notamment Hector Alvarez avec Albert Philipson, qui sont revenus sur Lorenzo Finn, et ben Paul Sexas, lui, n'a pas réussi à suivre à ce moment-là. Il était déjà vraiment dans le dur. Alors, le titre pour l'Italien Lorenzo Finn, c'était pas parmi les favoris. Ça reste quand même un coureur qui était dans la réserve de la Bora. Donc, quand vous êtes dans la réserve de la Bora, vous savez, la fameuse équipe Auto-Header, bah, il y a eu quand même quelques bons coureurs qui sont sortis de cette formation-là. Et donc, Lorenzo Finn, eh bien, il a réussi à être champion du monde. Alors, on sait que les Italiens sur la catégorie espoir, je crois que c'était donc le 13e ou 14e titre du côté de cette catégorie espoir pour les Italiens. Parfois, même dans les années 90, ils arrivaient à faire des triplés du côté de la catégorie espoir. Il y a eu des années où vous avez Di Luca avec Nocentini qui arrive à faire un triplé au championnat du monde. Ces dernières années, c'est vrai que d'autres nations sont arrivées, notamment l'équipe de France, qui a eu pas mal de titres dans la catégorie espoir depuis Romain Sicard. On a eu Cosnefroy notamment, on a eu aussi Arnaud Desmar, on a eu Romain Sicard, donc voilà, on a eu quelques très bons résultats dans cette catégorie-là sur les 10 dernières années. Et les Italiens avaient un petit peu régressé dans la hiérarchie, c'est vrai qu'on le disait à chaque fois. Il y avait eu Baroncini à Anvers, mais c'est vrai que les Italiens étaient un peu moins dominateurs qu'à une époque, un peu moins présents, voire sur certaines années, ils avaient du mal à en mettre un dans le top 10. Et bah là, Lorenzo Finn dans cette catégorie, que ça soit chez les espoirs et chez les juniors, parce que c'est vrai que là je parlais plus de la catégorie espoir, mais c'était la course des juniors, mais c'est vrai que même chez les juniors, c'était une nation... oui, parce que là j'ai fait une petite erreur, une petite sortie de route en parlant des espoirs alors que c'était la course junior. Mais c'est vrai, donc retirez ce que j'ai dit sur Baroncini, mais c'est vrai que les Italiens ont été dominateurs dans ces catégories-là, et ces dernières années c'était un petit peu plus compliqué pour les Italiens, et c'est pour ça qu'on parlait de trou de génération, parce que c'est vrai que les Italiens aujourd'hui, c'est une nation forte, une nation où à chaque championnat du monde il fallait compter sur eux, et aujourd'hui il y a un trou de génération, et parce que chez les juniors notamment ça a été plus compliqué, donc c'est pour ça que le dernier titre c'était bien Diego Ulissi, mais le dernier titre il était assez âgé du côté de l'Italie, et là Lorenzo Finn, qui n'était pas un inconnu encore une fois quand vous êtes dans l'équipe Auto-Header, qui était l'équipe d'Emile Herzog notamment, quand il est devenu champion du monde de la catégorie, eh bien ça veut dire que vous êtes quand même pas mauvais du côté de l'Italie. Il a fait une sacrée course de costaud, parce qu'il part première attaque à plus de 60 bornes de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il fait une première attaque, il part en solo à 60 bornes de l'arrivée. Donc on se dit, ok, d'accord, bon, il est parti devant. Moi je me dis à ce moment-là, il faut être un peu fou, parce que 60 bornes de l'arrivée, vu la difficulté du parcours, vu les conditions climatiques, je me dis, soit il est vraiment fort, c'est un peu fou. Il se fait rattraper, c'est-à-dire qu'il part à l'avant, il se fait rattraper par 3 coureurs, et il arrive à ressortir de nouveau. Il y a eu un petit moment de regard à 20 bornes de l'arrivée, quand un petit peu plus d'1 borne de l'arrivée, quand Albert Philipson est tombé. Et là, il a accéléré le rythme quand il a vu que l'Espagnol ne savait pas trop quoi faire, et il a réussi à tenir la cadence. Mais on sent que dans les 3 derniers kilomètres, c'est bien relevé, il en a bien profité. Il a eu de la chance aussi, c'est que l'Espagnol s'est écroulé complètement dans les 10 derniers kilomètres, contrairement à lui. Mais sacré numéro quand même. Alors sur un gabarit, c'est vrai qu'on parlait de Diego Ulissi, on est sur des gabarits longilignes, hein, comme Ulissi, hein, c'est-à-dire des gabarits, on est au-delà d'1m80, il fait un 81, mais pour des poids qui sont rikiki, hein, en dessous de 60 kg. Alors, il faudra voir si c'est pas même un petit peu trop léger pour lui, mais il a réussi à faire la différence
Voilà, hein, il a réussi à faire la différence. Et bon, c'est un coureur qui avait déjà fini 7e du chrono des championnats d'Europe et des championnats du monde. Et puis il a remporté des courses en Italie, hein, notamment, enfin deuxième en Italie, mais en remportant des étapes. Un budget Valrome Tour, il fait troisième. Aubel, il fait vainqueur, champion d'Italie sur route et en ligne. Vainqueur de la première étape de l'Heroica Juniores Nation Cup. Vainqueur également du Lido di Camaiore, le chrono Verstigia. Donc voilà, il avait remporté des classiques en Italie. C'est vraiment totalement le profil de coureur qui, je pense, sera très bon sur les semi-classiques italiennes. C'est plutôt un profil, voilà, plutôt typé Lombardie que typé, j'irais, Amstel Gold Race. Mais coureur intéressant, surtout qu'il a que 17 ans. C'est-à-dire que techniquement, il n'est pas dans sa dernière année junior. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir si Red Bull va décider de le recruter pour 2025-2026. Parce que c'est la formation Red Bull, hein, Autoleader. Et il faut oser quand même partir dans une équipe étrangère. Parce que c'est un Italien, mais qui n'est pas dans une équipe italienne. Autoleader, c'est une équipe allemande. Donc c'est assez fort d'avoir fait ça à cet âge-là. Même si c'est une grande équipe internationale, ça reste une équipe étrangère. D'avoir été en dehors des structures italiennes. Donc très fort, voilà, du côté de cette formation. Deuxième, Sébastien Grindlay. Alors lui, c'est un peu la surprise du chef. Il était lâché, il revient de l'arrière. Il revient complètement de l'arrière, hein, Sébastien Grindlay. Il arrive à faire l'écart. Mais vraiment, il a ramassé les morts. Donc ça montre une belle intelligence de course, une belle gestion de l'effort de la part de Sébastien Grindlay. Ce qui, à cet âge-là, n'est pas forcément évident. Surtout qu'il a... Alors lui, il a 18 ans. Mais c'était pas forcément le mec qu'on attendait. Pas forcément de grands résultats en dehors de la Grande-Bretagne, à part à Aubel, où il avait pris la 3e place. Mais c'est vrai que sur un parcours comme ça, très vallonné, on ne s'attendait pas forcément à avoir un Britannique à l'avant. Mais il a fait une très bonne gestion de l'effort. Ce mauvais temps ne l'a pas perturbé. Et il a réussi à relancer sur la fin de course. Il a fait une très belle dernière heure de course. Autant vous avez des coureurs qui se sont vraiment écrasés dans la dernière heure, dans la dernière demi-heure de course, autant lui, cette dernière demi-heure de course-là, c'est là où il a été fort, c'est là où il a réussi à faire les écarts, c'est là où il a réussi à ramasser les morts. Grand gabarit, 1,88, 72 kg, c'est pas du petit gabarit, ce qui est assez surprenant sur un parcours qui était très exigeant, mais c'est un parcours où il faut de la force aussi. C'est un parcours, je pense, que Remco Evenepoel va adorer, parce qu'il faut de la force. Et si tu arrives à mettre de la force partout, à remettre du braquet, putain, t'es solide sur un parcours comme ça. Et je pense que c'est ce qui a aidé Sébastien Grindlay, mais vraiment la gestion de course qu'il a eue, lui, a été très bonne. Et puis, il faisait froid, pas des conditions très chaudes, le fait d'être un petit peu plus lourd que les autres, ça veut dire qu'on a un petit peu plus, alors de graisse non, mais un petit peu plus de réserve au niveau physique, et parfois on est un peu moins en difficulté face à la pluie. Ce qui a peut-être aidé. Et puis troisième, il y a eu un beau sprint entre Ranjin Fitzke et Ashlyn Barry, l'américain. Barry lance mais il est distancé assez vite. Et Fitzke se fait battre sur la ligne par Ranjin, le néerlandais, donc il prend la 3e place. Des coureurs qui étaient eux dans le groupe des leaders mais qui n'ont pas réussi à tenir. C'est Remige, je ne sais pas du tout comment on doit le prononcer, qui est en contrat l'année prochaine dans l'équipe Alpecin de Koenig. Voilà. Et puis pour les deux autres, eh bien Fitzke et Barry, eux, ils sont Autoleader pour Paul Fitzke, voilà, champion d'Allemagne qui était chez Autoleader. Donc Autoleader carrément calé deux dans le top 5. Et puis Ashlyn Barry, qui lui était dans la réserve de l'AEF. Donc promis un bel avenir, je pense, chez EF dans les années à venir. Peut-être qu'il sera... Enfin, il est dans la formation de la EF, on va dire dans l'équipe junior de l'EF, parce que la EF a une réserve professionnelle. Donc voilà, il y a des équipes comme ça, comme Decathlon qui a une équipe U19, U23, et EF est sur le même principe. Des bons résultats, notamment sur la LVM Startland Trofeo. Donc voilà, sur Paris-Roubaix Junior aussi.
Donc un coureur qui a de la caisse, voilà. Et là aussi, grand gabarit, hein, 1m92, 77 kg, mais dans ces conditions-là, je pense que les gros gabarits, Fitzke, j'ai pas regardé, Fitzke, 1m70, donc un peu moins, mais c'est les grands gabarits, je pense, en sont bien sortis. Et donc, la tristesse, c'est pour Alvarez, Hector Alvarez, qui était bien jusqu'à 25 minutes de l'arrivée, quoi. Il a complètement craqué sur la fin. Et pourtant, c'est un grand gabarit, oui. Ouais, donc, comme quoi, mon idée ne marche pas forcément. Mais il a complètement craqué dans les 10 derniers kilomètres. Il a explosé, mais explosé, coup de moins bien, hein, coup de fringale, je pense, tout simplement. Pour Hector Alvarez, c'est dommage. Lui qui sera chez Lidl Trek Future l'année prochaine, donc il va progresser. Mais voilà, à 17 ans. Après, c'est compliqué, c'est un coureur qui a 17 ans. Pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là de compétition. Au bout d'un moment, ça se ressent. Il n'a peut-être pas beaucoup couru non plus dans des conditions fraîches. Ça, c'est un coureur qui vient quand même d'Espagne. Il est dans une équipe espagnole. Voilà. Pas forcément beaucoup d'expérience peut-être dans des conditions extrêmement froides. Mais là, il a vraiment explosé dans un dernier 10 km. C'est dommage parce que la médaille d'argent était vraiment pour lui. Mais ouais, il a explosé vraiment. Alors peut-être un peu trop d'efforts avant, ce qui lui a coûté très cher. Paul Sexas, physiquement pas bien aujourd'hui. 84-59 kg, coup de froid, tout simplement pour Paul Sexas. Lui qui a fait une interview ce matin, j'avais lu une interview de lui où il disait qu'il voulait se prendre des claques dans la gueule et souffrir. C'est pour ça qu'il voulait monter directement en World Tour et voir voilà, il voulait se prendre des claquasses dans la gueule et être en difficulté. Là aujourd'hui ça a été une petite claque dans la gueule déjà. Non, il a vraiment eu un coup de froid, quoi, hein, tout simplement sur le vélo. Et voilà, il était. On l'a vu en début de course, il était avec son impair, il savait pas quoi faire avec son impair. Je pense qu'il a lâché un peu vite son impair. Il était peut-être pas suffisamment équipé aussi en termes de matériel sous son maillot pour garder la chaleur. Et là, dans des conditions humides où il fait 10 degrés, 11 degrés, c'est les conditions des pires. Froid sec encore, vous arrivez à vous débrouiller, mais mouillé sur un vélo, dans des conditions en dessous de 15 degrés, c'est atroce. Et Paul Sexas, il l'a subi, donc il a vraiment pris l'eau, en termes de performance, c'est dommage. Parce qu'au championnat d'Europe, il lançait son sprint d'un peu trop de loin, et là, il a juste pas pu exister face aux meilleurs. Dans ces conditions-là froides, c'est une course d'apprentissage et ça va lui faire du bien aussi de ne pas dominer complètement la catégorie. Et puis derrière, donc Zommermann, Clemensen du côté du Danemark et Oxness. Les surprises, pas de Belge dans le top 10. Premier Belge, c'est Edouard Claes. Mathis Van Kerkhove a complètement explosé sur la fin de course parce qu'il était avec les meilleurs, Van Kerkhove. Et Van Kerkhove, il a complètement explosé sur la fin. Un petit peu comme Aubin Sparfel aussi, qui était très bien, qui était dans le groupe des meilleurs avec Paul Sexas, qui a explosé aussi sur la fin, qui finit 18e. Et donc Mathis Van Kerkhove, assez long aussi. Aubin Sparfel, qui l'année prochaine sera peut-être chez Decathlon aussi, mais peut-être dans la réserve. Et Mathis Van Kerkhove, qui sera dans la Visma l'année prochaine. Mais il a complètement explosé Van Kerkhove, c'est dommage. Et puis du côté des Français, belle fin de course de Baptiste Grégoire, qui lui est revenu sur la fin sur les meilleurs. Coureur qui sera l'année prochaine dans l'équipe continentale de la Groupama. Et lui qui a plutôt bien fini. On regarde un petit peu les autres Français du côté de cette course. Elliott Boulet fini 46e et 78e pour Paul Thierry. Tous les coureurs ont fini, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les structures. La déception, alors on regarde parmi les meilleurs. Le demi-frère d'Alexander Kristoff a eu un petit peu du mal. C'est normal, c'était pas forcément son terrain de prédilection. Du côté des Américains, donc on a Barry et d'autres concurrents qui sont dans le top 30. Ça a été compliqué pour les Portugais, pour les Suisses aussi, qui ont un peu du mal à exister dans ces championnats du monde jusqu'à maintenant. Et puis la grosse déception, c'est Albert Philipsen, tombé. Albert Philipsen, Jasper Schouff également a abandonné, le Belge qui avait été performant sur le contre-la-montre face à Paul Sexas.
Et bien Albert Philipson qui est tombé, a abandonné, chute assez grave dans la descente, dans une des petites descentes du parcours. Il a voulu en mettre un peu plus, il a raté le virage, ça pardonne pas, tombé et il est pas reparti parce que je pense qu'il a pris un bon choc à la tête, Albert Philipson. Donc voilà, dommage pour le Danois sur cette épreuve. Demain, quel est le programme sur la chaîne? Alors déjà, on va essayer de faire la présentation des championnats du monde de la course Elite Dame et Elite Homme, mais je vous promets rien, sinon ça sera samedi matin. Demain, on aura donc le parcours des espoirs hommes du côté de ce parcours de Zurich. Le parcours avec le Bergstrasse, ça sera à 5 reprises. On aura 180 km quasiment. 173, j'étais un petit peu loin. Et au niveau de la liste de départ, du côté de cette épreuve, du côté de la France, eh bien on aura Ewen Kostiou, on aura Brieux Roland, Pierre Thierry, Noah Isidore qui sera à suivre. Il y aura Joseph Blackmore qui est peut-être l'un des favoris quand même, lui qui a remporté le Tour de l'Avenir. Bien entendu, on retrouve William Junior Le Serre du côté des Belges avec Alex Segart et Arnaud Vida, Alexandre Kess qu'on a vu sur le Tour du Luxembourg avec Mats Wenzel qui a fini 10e de ce même Tour du Luxembourg seront là. Du côté de l'Espagne, il y aura Ivan Romeo, Pablo Torres, mais surtout Igor Arrieta, qu'il faudra suivre, le jeune coureur de la UAE, Igor Arrieta, qui a été performant en début de saison. Il est un peu plus rentré dans le rang depuis, mais il avait fait un gros début de saison. Hub Hartz, qui a été champion d'Europe avec Tibor Del Grosso. Donc là, il faudra se méfier du côté des Néerlandais. Giulio Pellizzari sera là pour l'Italie. Vu que c'est la dernière année où on peut participer au championnat du monde espoir sans être dans une équipe de deuxième ou de première division, certains en ont profité. On aura Jan Christen du côté de la Suisse. On aura Vinokourov du côté du Kazakhstan, bien entendu Morgado du côté du Portugal. Il y aura Mathias Kopecky, le jeune coureur de l'équipe des diabétiques, de l'équipe Novo Nordisk, qui a fait des bons top 10 au niveau des manches de Coupe de France, donc il faudra le suivre. Et puis on aura Coulset aussi du côté de la Norvège. On aura Emil Herzog du côté de l'Allemagne, l'ancien champion du monde junior qui avait battu Morgado, c'était du côté de l'Australie. Martin Zresek sera là, avec Samuel Novak qui doit être le frère, peut-être. Est-ce que c'est de la... Non, c'est pas de la même famille. De toute façon, oui, ça peut pas être de la même famille que Domen Novak. Donc Samuel Novak. Et puis pour Söderqvist du côté de la Suède, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Et puis bien entendu du côté du Mexique, on retrouvera Isaac Del Toro. Voilà, avec des équipiers avec lui. Puis je regarde du côté des États-Unis, on aura Colby Simons, le frère de Quinn, et puis Andrew Auguste, Darren Rafferty du côté de l'Irlande, il faudra suivre. Enfin, voilà, il y a pas mal de coureurs sur cette épreuve qui peuvent faire des bonnes choses. Milosevic qu'on voit du côté de la Bahreïn aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de coureurs là qui vont être intéressants de suivre et voir ce que ça va donner. Mevael Guirmey, c'est le frère de Bignam. C'est le frère de Bignam. Ouais, c'est bien le frère de Bignam, qui est dans la réserve de l'Avanti, qui sera aussi au départ. Donc voilà, pas mal de bons coureurs, des conditions climatiques qui seront encore pas faciles. Donc ça va être une course difficile. Quintana également du côté du Chili, qui est un bon coureur dans cette catégorie-là. Donc on va avoir du beau monde du côté de cette épreuve et ça va vraiment pas être facile pour Ewen Kostiou et l'équipe de France de faire un bon résultat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.